Moi, la première fois que j'ai compris les web sémantiques, je crois, c'est quand on m'a proposé l'analogie du téléphone. On m'a dit, le téléphone, il y a quelques dizaines d'années, ça marchait, il fallait appeler un opérateur, et cet opérateur permettait, on demandait à cet opérateur de joindre une personne, la personne qu'on voulait joindre, et il mettait en relation, enfin il nous mettait en relation avec, voilà. Donc on était dans un système finalement centralisé, avec des intermédiaires qui constituaient quelque part une faille de sécurité potentielle majeure, étant donné que voilà, il fallait passer par une tierce personne afin de joindre l'utilisateur final. Le téléphone a évolué et maintenant on est dans un réseau peer-to-peer. Les utilisateurs, chacun d'entre eux, ont un numéro de téléphone et peuvent joindre d'autres personnes qui ont également des numéros de téléphone uniques. Et donc on est dans un réseau peer-to-peer au niveau du téléphone. Et finalement, ce que j'ai compris du web social sémantique libre, c'est que l'objectif, c'est de faire la même chose au niveau de l'Internet. Alors pourquoi c'est intéressant à mon sens, la première raison, c'est effectivement la dimension d'autonomie que va conférer ce genre de technologie. On va pouvoir exister en tant qu'individu, se rassembler dans un espace web et interagir avec l'ensemble du web grâce à nos identifiants et à un certain nombre de protocoles de langage qui vont nous permettre donc de communiquer avec l'ensemble du web qui partage les standards du web sémantique. Donc pour moi, les deux idées forces, c'est l'autonomie radicale que vont permettre ces technologies, et la reliance maximale que vont permettre ces technologies par-delà les silos, donc par-delà les Facebook, les Twitter, les Google, par-delà les plateformes propriétaires ou non interopérables. Et ça, c'est très important, je pense. Aujourd'hui, il y a des logiques qui sont de plus en plus partagées et mise en œuvre. Il y a celle du peer-to-peer qui rassemble de plus en plus de monde, qui se traduit dans des concepts comme Blablacar, comme Airbnb, comme Couchsurfing. Ce sont des modes de vie, des manières de produire, des manières d'échanger qui sont quelque part nouvelles au regard des modes de production, d'échange, de consommation que nous connaissions jusqu'alors. Mais ces modes-là de production, d'échange, de consommation sont en train d'exploser au point que Airbnb devient dangereux à Paris, par exemple, pour l'hôtellerie. On va pouvoir finalement, on pourrait envisager de se passer de l'hôtellerie si des millions de Parisiens se mettent à sous-louer leur appartement. Donc voilà, le peer-to-peer, malheureusement, aujourd'hui, reste en surface, à mon avis. C'est au niveau des mentalités. Le numérique permet effectivement de mettre en relation directement des usagers entre eux. Seulement, pour reprendre l'exemple d'Airbnb, il reste un opérateur au milieu et celui-ci est devenu milliardaire. Il prend une commission de plusieurs pourcents sur les échanges entre pairs, alors que, mis à part la mise à disposition de la plateforme, sa contribution à l'économie productive ou à la richesse créée par ces échanges pair à pair est quasiment nulle. Ça pose un problème. Et c'est lié au fait que dans le cadre du web actuel, nous ne disposons pas des technologies qui, au niveau infrastructurel, alors je sais que le terme n'est pas exact, la structure de l'Internet est centralisée et on doit passer par ce type d'intermédiaire pour échanger avec nos pairs. Avec le web social sémantique, on peut envisager de se passer de ces structures intermédiaires, de passer directement de pair à pair, et donc de réaliser ou en tout cas de mettre en œuvre vraiment réellement la puissance de ces logiques-là qu'on peut rassembler autour de la notion de peer-to-peer. Donc c'est pour ça que pour nous, l'Assemblée virtuelle, mais pour aussi d'autres acteurs, il est
très intéressant, à mon avis, de regarder ces technologies, de voir quand est-ce qu'elles vont se développer, comment elles vont se développer et quand est-ce qu'on va pouvoir les implémenter pour les mettre au service du monde de la transition. Celle-ci, à mon avis, en a besoin. Je voudrais faire une analogie. On parle beaucoup des silos dans le champ de l'Internet, du web, plus exactement. Dans la sphère réelle, on a la même problématique. On a beaucoup de mal à collaborer, on a beaucoup de mal à échanger, parce que dans la sphère réelle également existe cette logique des silos, et de manière intemporelle peut-être. On peut les appeler religion, on peut les appeler État, on peut les appeler nation, on peut les appeler culture, on peut les appeler organisation. Et je ne sais pas si vous saisissez la logique, mais il y a des frontières dans le monde réel qui nous empêchent de collaborer par-delà ces frontières. S'agissant de la société civile plus spécifiquement, on se rend compte que ça pose un problème. Par exemple, on collabore avec les États généraux du pouvoir citoyen, donc un collectif de 140 organisations environ, qui aujourd'hui se rend compte qu'il y a une nécessité absolue de converger, de s'organiser ensemble, de collaborer, de mener des luttes ou alors des actions communes, parce que finalement l'union fait la force. Alors la force, c'est peut-être pas le bon mot, ça je le conçois, mais en tout cas on est beaucoup plus fort ensemble, ça c'est sûr. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que par exemple ce collectif de 140 organisations se rend compte que il traite 140 fois la même thématique, plus ou moins celle de l'écologie par exemple, est traitée 140 fois par les colibris, par les AMAP, par les villes et territoires en transition, par ATTAC, etc., 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 etc. C'est dommageable dans le sens où si on parvenait à se fédérer, ou si une communauté parvenait à se fédérer autour de cette notion-là qu'est l'écologie, quelque part, on serait beaucoup plus fort. On aurait 140 organisations qui collaboraient, qui se mettraient à collaborer autour d'une idée, et donc qui pourraient mutualiser plein d'efforts, d'expertise, de compétences, lancer des projets en commun avec une autre résonance dans la sphère réelle. Voilà. Donc en gros, les silos existent dans la sphère réelle. Les individus sont enchâssés dans des silos, les idées sont enchâssées également dans des silos. Ça peut être des organisations, mais ça peut être aussi des paradigmes. Ou alors, par exemple, la notion de sécurité est associée à la droite. Et du coup, on ne peut pas parler de sécurité à gauche. Je prends un exemple vraiment bateau, mais on pourrait se dire que cette notion-là de sécurité n'est pas corrélée à une idéologie qui se l'est appropriée. On pourrait considérer la notion de sécurité comme une notion autonome qui pourrait faire partie de plusieurs projets politiques et de manière non exclusive. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Les projets, c'est pareil, les projets sont menés en général par une organisation, ou alors un consortium, dans le meilleur des cas, d'organisations, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans la dynamique collaborative. Donc, je vais vous mettre un petit PowerPoint de l'Assemblée virtuelle, je vais pas le suivre à la lettre parce que ça serait trop long. Donc le projet de l'Assemblée virtuelle, finalement, c'est de mettre le web social sémantique au service du monde de la transition. Pour cela, alors je vous passe le contexte. Les citations, elles sont sympas à droite, j'aime bien. Donc les objectifs, je vais commencer par les objectifs. Donc l'objectif, le premier, c'est de mettre l'innovation technologique au service de l'innovation sociale et sociétale. Le second objectif, c'est rendre possible la construction de systèmes auto-organisés d'acteurs, d'idées et de projets, afin qu'ils se renforcent mutuellement. Et le troisième objectif, qui en découle finalement, ce serait de collaborer avec nos partenaires afin de contribuer au développement d'un écosystème vivant et vivace de la transition.
Alors, comment on va essayer de sortir de la logique des silos à travers le projet d'assemblée virtuelle? Sur l'assemblée virtuelle, 3 types de profils pourront être créés. Donc, des profils acteurs, des profils idées, des profils projets. Et on va les considérer comme des briques élémentaires. Alors là, on peut se référer au monde physique ou alors au monde vivant. Les structures qu'on connaît dans la nature fonctionnent toutes sur la même logique. On a des éléments simples qui se combinent et qui font émerger de nouvelles qualités, des propriétés émergentes. Et alors, on appelle ça des systèmes. On peut appeler ça en tout cas des systèmes. Sur l'assemblée virtuelle, les éléments simples seront les acteurs, les idées, les projets. Ils seront parfaitement autonomes et ils auront vocation à se lier et à se structurer afin de favoriser l'émergence de systèmes. Alors, on va pouvoir, je l'espère, voir des systèmes d'acteurs émerger. Et donc un système, on pourrait parler d'écosystème, c'est plus clair, c'est un ensemble d'éléments qui sont traversés par des flux et qui sont liés dans un destin commun, finalement, on pourrait dire. Et effectivement, il y a une émergence organisationnelle où le tout est plus que la somme de ses parties. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais en gros, c'est ça le projet de l'assemblée virtuelle. C'est pas plus compliqué que ça. On prend des acteurs complètement autonomes, on prend des idées complètement autonomes, on prend des projets complètement autonomes, on les met ensemble et on se dit que des liens vont se construire entre ces différentes briques élémentaires et que des systèmes vont émerger. Alors, j'ai parlé des systèmes d'acteurs, on pourrait parler des systèmes d'idées. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire. Finalement, quand j'ai conçu l'assemblée virtuelle, l'objectif à la base, le projet a beaucoup évolué depuis, c'était de construire des projets de société. J'avais la sensation que des dizaines de solutions existaient dans des dizaines de domaines, mais que ces solutions n'étaient pas corrélées entre elles et du coup ne faisaient pas émerger de cohérence, de totalité systémique, de cohérence globale. Ce qui fait que derrière, on accuse le monde de la transition, par exemple, de ne pas avoir de projet de société. Un projet de société, c'est quelque part un système d'idées qui fait sens, qui est rattaché à des paradigmes qui eux-mêmes font sens et qui débouche sur un programme politique fonctionnel qui va pouvoir se réaliser avec un modèle économique, avec voilà, quelque chose de global et de crédible en fait. Donc voilà, c'était ça l'objectif, c'était de faire des systèmes d'idées, recueillir des briques élémentaires, donc des idées plutôt considérées comme des briques élémentaires, les interconnecter entre elles afin de faire émerger des cohérences globales qu'on aurait appelées projets de société. Je pense que le web, et plus particulièrement le web social sémantique, va nous permettre de faire ça. Et de parvenir à interconnecter des idées de manière à ce qu'elles fassent système et derrière, les conséquences peuvent être assez importantes à mon avis en termes de disons on va pouvoir accéder à la connaissance et à la représentation de la connaissance avec ces nouveaux outils et que ça va pouvoir devenir Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je pense qu'il y a de gros enjeux au niveau de l'organisation de la connaissance via le numérique à travers ce type de technologies que sont les technologies du web social sémantique. Je passe. Donc, il faudrait que je détaille l'exemple, mais je ne sais pas si au niveau du temps, je suis... Donc là, il y a un exemple. Le schéma, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pour ça qu'il est un peu simpliste. L'idée, c'est qu'un individu puisse créer un profil sur l'assemblée virtuelle, ou sur Stimple, ou sur n'importe quelle plateforme, en fait, parce qu'on est interopérable. Cet individu, à partir du moment où il est inscrit, il va pouvoir créer le profil
d'une idée, par exemple, qui lui est chère. Alors là, je mets en finir avec l'obsolescence programmée. Donc finalement, on voit que l'idée est au centre. C'est la petite lumière au milieu, là. Et comme elle est parfaitement autonome, d'autres acteurs vont pouvoir se connecter à cette idée. Et ensemble, ils vont pouvoir donc alimenter cette idée qui aura son espace en fait sur le web. Et donc, ils vont pouvoir alimenter son blog, ils vont pouvoir participer à son forum, le réguler, ils vont pouvoir chatter, ils vont pouvoir mettre à jour le calendrier de cette idée, etc., etc. Petit à petit, ils vont pouvoir relier cette idée, l'obsolescence programmée, avec d'autres idées. Par exemple, l'obsolescence programmée, c'est lié à la crise de l'énergie, c'est lié à la saturation des besoins, c'est lié au capitalisme. On pourrait connecter l'obsolescence programmée à ces trois idées-là. Et donc là, un écosystème finalement d'idées aurait émergé, lié aussi à un écosystème d'acteurs. Et on pourrait aussi imaginer un écosystème de projets. Donc par exemple, un collectif d'individus pourrait se lancer dans la construction ou dans le projet d'une coopérative de production de machines à laver qui serait garantie 30 ans, 40 ans. Ça serait lié à l'idée obsolescence programmée. Et en connectant ce projet de coopérative de production de machines à laver à cette idée, finalement, le projet pourrait être en lien avec toute la communauté qui est mobilisée autour de l'obsolescence programmée, au premier degré, mais également au second degré. Par exemple, ceux qui sont intéressés par la crise de l'énergie pourraient finalement être mis au courant ou interagir ou accéder à ce projet-là qui, au second degré, concerne leur centre d'intérêt, en fait. Voilà, donc c'est ça que je détaille un peu ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des... Bon, voilà, vous avez compris. Et donc, j'en viens maintenant à ce dont on a besoin. Comment? Ces liens, ce sont les êtres humains qui devraient créer la grande majorité de ces liens. Après, il va y avoir des phénomènes des arborescences, des arbres de dépendance, c'est comme ça que je l'exprime, je ne sais pas si c'est exactement ce terme-là, mais par exemple, si vous vous renseignez que vous habitez la commune de Montreuil, automatiquement, des machines pourront en déduire que vous habitez la Seine-Saint-Denis, que vous habitez la région Île-de-France, que vous habitez la France, que vous habitez l'Europe, que vous habitez le monde. Si vous et l'univers. Si vous renseignez donc cette donnée-là, derrière, les relations vont pouvoir se générer de manière automatique. Mais on va laisser quand même, l'objectif c'est quand même de laisser l'humain au centre et de laisser maître de la construction de ces relations, de ces réseaux, de son écosystème. Bon voilà, ça c'est le projet Assemblée virtuelle. Maintenant, pour le développer, pour faire en sorte qu'il soit vraiment sympathique, il va nous falloir implémenter un certain nombre de modules. Et c'est pour cela qu'on travaille avec Stample. Au-delà de la technologie qui nous intéresse énormément, il y a aussi tous les modules qu'on va pouvoir développer en distribué et en open source. Et lors de ce hackathon, on s'est rendu compte que finalement, on partageait plein de besoins communs avec d'autres acteurs. Et donc, par exemple, on collabore depuis quelque temps avec les États généraux du pouvoir citoyen, qui ont besoin de ce genre d'outils pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir collaborer. Il serait dommage de travailler chacun de notre côté, de développer chacun de notre côté ces modules dont nous avons tous besoin. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait éventuellement essayer de mettre nos ressources et nos compétences et nos moyens en commun pour, dans une dynamique collaborative, développer ce dont on a besoin. Donc il y a les États généraux qui sont quand même un réseau très intéressant. Le G1000, Patrice Levallois, je ne sais pas s'il est encore là.
Ouais. Le GMIL, c'est un projet qui pourrait tout à fait s'articuler avec l'Assemblée virtuelle, mais qui introduit de nouvelles dimensions. Disons qu'il est centré sur un événement, 1000 citoyens réunis dans une salle au Palais d'Iéna, tirés au sort. Avec l'objectif de représenter le plus fidèlement possible la diversité et la richesse de la société française. Et une méthodologie pour faire parvenir à collaborer ces 1000 personnes et les faire accoucher d'un projet politique. Ça s'est déjà fait en Belgique, ça s'est déjà fait au Canada, en Islande, je crois. Ça a toujours très bien marché. Et donc voilà, ce G1000 serait articulé à un projet numérique et à un G-off qui se déroulerait dans les provinces, dans les régions, comme antenne relais, on va dire, du gros événement qui se déroulerait au Palais d'Iéna. Donc il y a le G1000, il y a le projet réseau de Marc Tirel qui n'est plus dans la salle, mais qui est tout à fait intéressant et qui va avoir besoin de modules d'une place de marché, par exemple, d'une place de marché. Weezer en a besoin également, etc., etc. Finalement, beaucoup d'organisations ont besoin de beaucoup de modules et plutôt que de vouloir les développer chacun de notre côté, nous avons choisi, dans le cadre de ce hackathon, de mutualiser nos moyens, mais je ne vais pas me répéter. Pour la présentation de Weezer, j'ai laissé Julien en parler. J'ai oublié de mentionner Cybule, qui a proposé un calendrier collaboratif en édition collaborative aussi. Cybule, c'est une solution qui permet d'éditer des calendriers en open source, qui est utilisé par bon nombre d'associations, de bars, concerts, enfin voilà. Ils ont 1500 organisations qui l'utilisent. Et il se trouve qu'ils utilisaient déjà une ontologie qui était basée sur une ontologie schema.org, enfin, voilà, une ontologie RDF du web sémantique. Mais ils ne sont pas distribués et parce que justement il n'y a pas tellement besoin de... Enfin, étant donné qu'ils permettent simplement d'éditer des calendriers ouverts, ils les centralisent. Mais notre solution, enfin, les outils qu'on est en train de développer les intéressent pour pouvoir permettre, pour l'amont de la publication de ces calendriers, lorsqu'on organise un événement, la difficulté c'est de se coordonner, de trouver un espace, de choisir une date, et ça c'est donc en amont de la publication, et donc ils ont besoin de pouvoir faire du contrôle d'accès avant et d'avoir des espaces privés pour pouvoir éditer ça. Voilà. C'est l'application de Cybule. Ouais. Donc voilà, du côté de l'Assemblée virtuelle, on a besoin d'un certain nombre de modules pour que le projet prenne tout son sens, à mon avis. Le premier, c'est un réseau social distribué, donc c'est pouvoir se créer des profils, pouvoir interagir avec l'ensemble du web, etc., etc. Le second, c'est la représentation des écosystèmes. Alors, je voudrais juste appuyer un tout petit peu sur ce point qui me semble vraiment important, en me référant à Marx et à la distinction qu'il faisait entre classe en soi et classe pour soi. Donc, il parlait du prolétariat, mais également de la bourgeoisie d'ailleurs. Et d'ailleurs, la distinction qu'il faisait, c'était que la bourgeoisie était une classe pour soi, à savoir une classe qui avait conscience d'elle-même et qui, du coup, était unie et se coordonner de manière à servir ses intérêts communs. Et le prolétariat n'était qu'une classe en soi, à savoir une réalité de fait, partageant les mêmes conditions d'existence, la même position dans le rapport social ou dans le rapport économique, mais n'ayant pas conscience d'elle-même. Je crois que le problème à l'heure actuelle, ou l'un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est que les créatifs culturels, par exemple, alors c'est une catégorie sociale dont le nom peut être mis en débat, mais qui représente à peu près 30% des sociétés occidentales, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions de personnes. Les créatifs culturels ne sont pas conscients d'eux-mêmes à l'heure actuelle. En tout cas, je ne crois pas, ou peu conscients d'eux-mêmes. Donc,
L'un des objectifs de l'assemblée virtuelle serait de parvenir à représenter cette réalité-là, faite de millions d'individus, de millions d'idées, alors, pas de millions d'idées forcément, mais faire en sorte que l'on puisse visualiser des systèmes d'acteurs, des systèmes d'idées, des systèmes de projets, et que le monde de la transition puisse prendre conscience de sa cohérence, de son nombre et de sa force. Pour ça, il va nous falloir, je crois, des outils de mind mapping, parvenir à représenter la nature des relations entre les idées, entre les projets, entre les acteurs, de manière sur un graphique. Il va nous falloir de la géolocalisation, ça c'est pas un souci, c'est les navigateurs qui s'en chargent. Il va nous falloir, pourquoi pas, être en mesure d'appliquer des filtres géographiques pour cibler une zone précise et identifier l'écosystème d'acteurs, d'idées, de projets qui sont présents sur le territoire qui nous concerne. Voilà. Ensuite, il va nous falloir une place de marché, des outils de collaboration décentralisés, donc Task Manager notamment, mes calendriers, agenda, etc. etc. Des pads comme le Framapad, des choses comme ça. Il va nous falloir également des outils de crowdfunding. Et à terme, on espère bien développer des monnaies, alors donc des monnaies virtuelles. Bon, voilà, des monnaies. On a une proposition d'une monnaie qui pourrait s'appeler l'avoine, AV étant le sigle d'assemblée virtuelle. Voilà, et on pense que les interactions entre ces différents modules, entre ces différentes fonctionnalités, peuvent générer un tout supérieur à la somme de ses parties. On pense qu'il peut y avoir des rétroactions très, très intéressantes entre ces différents outils, susceptibles de déclencher. Bon, je vais pas me projeter trop dans l'avenir et dans la. Voilà. Voilà le projet d'assemblée virtuelle et ses interactions avec d'autres projets. Je vais laisser Julien parler de Wither et vous présenter également un prési, donc une présentation interactive des synergies qu'on a pu développer dans le cadre du hackathon. Merci.